L'olfactométrie, ça va consister à exposer un jury composé de personnes, donc de jurés, à des odeurs standardisées, donc des niveaux de dilution connus dans des conditions standardisées. Donc, finalement, les gens, on va prendre des échantillons d'odeurs, donc dans des sacs, on va les amener au laboratoire d'olfactométrie et on va déterminer combien de dilution il faut faire avec du gaz inodore, avec de l'air inodore, pour atteindre le seuil de perception olfactif. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va exposer ces gens à différents niveaux de dilution. Donc, on va commencer à exposer les gens à des niveaux très dilués et on va augmenter la concentration d'odorants jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil de perception olfactif. Et en général, pour les équipements les plus sophistiqués, donc les olfactomètres les plus sophistiqués, il va y avoir plusieurs cornets de flairage de façon à faire varier la position à partir de laquelle, en fait, le cornet dans lequel l'odeur va venir. Donc, il y a par exemple un cornet qui, lui, va se voir distribuer de l'odeur et 2 cornets ou 3 ou 5 cornets où il va y avoir un gaz, inodore. Donc, les jurés vont devoir sentir dans chacun des cornets et identifier le cornet où il y a une odeur. Et donc, c'est au niveau de dilution à laquelle on va avoir 50% de nos gens qui vont percevoir une odeur, où on va avoir donc le seuil de perception olfactif. Donc, finalement, ici, j'ai mon nombre de réponses positives sur mon échantillon total. Et ici, j'ai la dilution. Eh bien, ici, j'ai 100% des gens qui répondent positivement, et ici, j'ai 0% des gens qui répondent positivement, eh bien, je vais avoir une certaine courbe en S, donc qui est une courbe dose-réponse, où, lorsqu'on est très dilué, personne ne sent. Plus je concentre, donc les gens commencent à sentir, et je vais avoir une dilution où je vais avoir 50% de mon juré qui va détecter les odeurs. En fait, ce juré-là est un échantillon statistiquement représentatif de la population. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce qui est... En fait, c'est pas un peu, c'est exactement l'équivalent de ce qui a été développé en toxicologie. Donc, ce sont les méthodes de la toxicologie qui ont été appliquées à l'olfactométrie. Donc, c'est tout simplement la réaction d'un organisme vivant à un stimuli extérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle des courbes dose-réponse. Donc, comment les individus réagissent en fonction de la dose. Et ici, la dose, en fait, c'est la dilution de l'odeur. Donc, par exemple, on pourrait faire... Donc, il y a des exemples sur des pesticides. Donc, on va prendre des échantillons de drosophiles, donc les mouches à fruits, et là, on va mettre différentes doses de pesticides, et on va déterminer la quantité de pesticides qui est nécessaire pour que 50% de la population de drosophiles décède. Et donc, à ce moment-là, on va avoir déterminé la LD50. Donc, c'est la même chose pour l'olfactométrie. Par contre, rassurez-vous, les gens, ils ne meurent pas. Hein? Ils font juste sentir. Comme ça, on peut les réutiliser. Non, je blague. Pourquoi est-ce que ces gens-là sont un échantillon représentatif de la population? Eh bien, tout simplement parce que ces gens-là vont avoir été sélectionnés dans la population. Donc, il y a des critères qui existent de qualification de ces jurys, de façon à ce qu'on ne retienne que les gens qui sont dans la moyenne de la population. Donc, on ne veut pas des gens qui sont hypersensibles et on ne veut pas des gens qui sont hyposensibles. On veut des gens qui sont dans la moyenne. Donc, il existe des tests standardisés, par exemple avec le N-butanol, qui permettent de choisir les gens. On veut aussi des gens qui ont un odorat qui est constant, qui est stable dans le temps. Donc, qui, d'une journée à l'autre, vont toujours ils vont toujours avoir la même sensibilité. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir plus de variations dans leur odorat.
On veut aussi avoir des gens qui vont sentir, qui vont avoir le même niveau de sensibilité qu'on soit le matin ou l'après-midi. Donc, il existe des tests standardisés. Par exemple, la norme européenne EN 13725 définit les tests qui doivent être faits et le suivi dans le temps de façon à s'assurer que chaque juré qui compose le jury rencontre ces critères de représentativité de la population. Mais vous voyez qu'on ne prend pas qu'un seul individu, on prend un groupe d'individus. Donc, je vous parlais que c'était des mesures statistiques au niveau des odeurs, et donc une observation d'odeur est nécessairement faite par un groupe d'individus. Donc, ce n'est pas un individu seul, c'est un échantillon de la population. Et cet échantillon de la population, en général, va avoir un minimum de 4 personnes qui rencontrent des standards bien précis. Et pourquoi est-ce qu'on fait la mesure dans des conditions standardisées? Eh bien, parce qu'on veut standardiser la mesure de la perception. Parce que la perception, elle, va être variable en fonction de l'environnement. Si vous êtes dans un champ de fleurs, vous n'aurez pas la même perception que si vous êtes sur un site industriel où il y a de la poussière, du bruit, du vent, des vibrations. Donc, on veut que peu importe le type d'odeur, que ce soit des odeurs qui viennent d'un champ de fleurs ou que ça vienne d'une industrie, en fait, on va exposer nos gens aux mêmes conditions standardisées. Donc, il n'y a pas de stimuli, les éléments, les murs les parois sont blanches et il n'y a rien d'autre à penser que de faire des perceptions d'odeur, la mesure des odeurs. Donc, ça permet d'être dans des conditions standardisées et d'avoir des mesures qui sont répétables dans le temps et d'avoir une bonne répétabilité, même si on change de jury et même si on change de laboratoire d'olfactométrie. Donc, c'est pour ça que l'olfactométrie de terrain, en fait, sur les lieux, a des contraintes opérationnelles très importantes parce que en fait, la perception des gens est nécessairement modifiée par l'environnement. Est-ce que les fumeurs peuvent être utilisés à l'olfactométrie? Donc, ça devient un peu la question. Il semblerait que, en fait, le tabagisme vient, pour certaines personnes, affecter les capacités olfactives, mais ce n'est pas pour tous les individus. Par contre, le problème avec les gens les fumeurs qui font de l'olfactométrie, en général, souvent, ça va pas être leur capacité olfactive, parce qu'ils peuvent faire partie de la moyenne de la population. Ça va être l'odeur que vont prendre les vêtements qui viendraient s'absorber à la surface. Et donc, c'est important, lorsque des fumeurs participent à des analyses olfactométriques, qu'il y ait des vêtements neutres qui, eux, ne dégagent pas d'odeur, qui viendraient perturber la perception des autres jurés qui sont à côté. Donc, c'est le problème avec les fumeurs. Donc, il y a des règles protocolaires à prendre pour les jurys à cet effet-là. D'ailleurs, un jury d'olfactométrie, il va y avoir un certain besoin d'hygiène personnelle avant de commencer une analyse olfactométrique. Par exemple, on demandera à ce que les jurés qui vont faire une analyse olfactométrique s'abstiennent de manger ou de boire quoi que ce soit 30 minutes avant l'analyse olfactométrique. Ils pourront juste prendre de l'eau, par exemple. On va leur demander qu'ils s'abstiennent de la journée où ils vont faire l'olfactométrie de se mettre du parfum fixatif dans les cheveux, eau de Cologne, donc tout parfum qui pourrait leur donner une odeur corporelle. On va leur demander aussi ce qu'il y a une certaine hygiène corporelle de façon à ce qu'eux ne dégagent pas d'odeur corporelle et aussi que leurs vêtements ne dégagent pas d'odeur. On va demander aussi à ce qu'ils ne prennent pas de gomme, qu'ils n'aient pas mangé de mets épicés ou avec des saveurs intenses, par exemple de l'épicé, du curry ou des choses comme ça, de façon à ne pas perturber leur capacité olfactive pour la séance d'olfactométrie. Donc, ce sont des règles d'hygiène qui vont être prises pour que les jurys perçoivent toujours les odeurs dans la même façon, donc de ne pas perturber.